Alors, dans la session de cours précédente, nous avons montré les avantages de la nouvelle approche de traitement, les avantages de la nouvelle approche de valorisation des données. Donc, nous sommes quittés, ou le monde est quitté d'une approche centralisée ou une approche client-serveur pour une approche distribuée, d'accord, une approche dans laquelle ce n'est plus un serveur central qui est utilisé, mais c'est plusieurs PC, c'est plusieurs machines commodes qui sont regroupées ensemble sous forme de cluster pour effectuer les traitements. L'avantage du regroupement de PC commodes, c'est sans aucun doute les effets synergiques, la synergie, et que à puissance égale, les machines PC regroupées en cluster vont produire une performance qui est largement supérieure, largement au-delà de celle qu'un data center, qu'un serveur classique va produire. En plus, dans ce modèle, la scalabilité coûte moins cher et elle est infinie. Et pour gérer l'augmentation des charges supplémentaires, il suffit simplement d'augmenter le nombre de PC dans le cluster. Donc, dans cette session, nous allons expliquer le dessous du capot. Donc, nous allons expliquer comment est-ce que les traitements sont effectués et comment est-ce que la distribution est également, comment est-ce que le stockage et le traitement des données sont effectués dans cette approche, dans un cluster en général. Alors, à titre de rappel, Hadoop est la plateforme aujourd'hui la plus mature qui implémente cette approche-là, l'approche dans laquelle les traitements sont parallélisés et le stockage est distribué. Donc, Hadoop est composé de deux parties, on va dire, globalement. Dans tous les cas, que ce soit Hadoop, Spark ou n'importe quel autre système qui travaille sur l'approche du traitement, la nouvelle approche du traitement, il y a toujours deux composants. Il y a le composant stockage et le composant traitement qui fonctionnent peut-être, oui, ensemble, mais vraiment qui fonctionnent de manière distincte. C'est vraiment deux fonctionnements distincts. L'ensemble des technologies Big Data aujourd'hui s'appuie sur l'utilisation d'un cluster. C'est pourquoi c'est important, c'est essentiel, c'est fondamental de comprendre la base, comprendre comment est-ce qu'un traitement est effectué dans un cluster et comment est-ce que le stockage distribué se fait. Donc, on va commencer par le traitement. Alors, pour effectuer un traitement de données, pour effectuer un traitement dans un cluster, l'idée, c'est de paralléliser le traitement. Paralléliser le traitement entre le processeur ou le microprocesseur de chacun des PC de l'architecture. Là, par exemple, je prends le cas du traitement du texte, qui est le cas le plus classique. Les données vont être découpées en paquets, d'accord? Et chaque paquet va être affecté à un PC, à une machine différente, à une machine distincte du cluster. Maintenant, pour des besoins de tolérance aux pannes, chaque partition qui est affectée à un cluster, qui est affectée à un nœud, va être redondée ou dupliquée, répliquée dans d'autres nœuds du système, de sorte que s'il y a un problème avec le traitement, automatiquement, la machine qui contient la réplique, la partition des données est relancée et le traitement continue de façon transparente pour l'utilisateur. Donc, première étape, lorsqu'un traitement est effectué sur un cluster, c'est le partitionnement. Les données ici, elles sont partitionnées. J'ai pris dans ce cas de figure, on veut compter le nombre d'occurrences de chacun des mots du document. Donc, on va prendre le document, on va le partitionner. Là, on suppose que on partitionne ici en 3. Donc, chaque machine, chaque PC dans le cluster va fonctionner avec une partition.
va se voir attribuer une partition. J'ai la première partition pour le PC1, pour le nœud 1, la deuxième pour le nœud 2, la troisième pour le nœud 3. Chacun de ces partitions va exécuter un traitement. Alors, c'est important ce que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas vous qui parallélisez les traitements, c'est le cluster qui paralyse le traitement. Alors, dans mon ouvrage Hadoop devenu opérationnel dans le monde du Big Data, j'en parle de manière plus approfondie. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, je prends les données et en fait, je vais développer un programme. Par exemple, supposons je vais développer mon programme qui va compter. Par exemple, avec mon programme classique, mon Python, je fais for i for chaque mot contenu dans le document, donc for par exemple, pour mot dans l'ensemble des mots du document, fait mot, ou alors fait i égale mot plus i. Donc, en fait, je vais faire une boucle classique. D'accord? Ce n'est pas moi qui vais distribuer. Donc, lorsque j'écris le programme, je n'écris pas le programme de manière distribuée. J'écris mon programme séquentiel normal. Mais maintenant, lorsque le programme séquentiel normal arrive dans l'ordinateur, il est exécuté. Donc, en fait, ce sont les données. C'est le partitionnement des données qui crée le parallélisme. OK? Donc, je vais prendre les données sur lesquelles j'allais normalement exécuter mon traitement séquentiel. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer. Donc, je vais partitionner. Donc, je vais breaker. Je vais en fait segmenter en plusieurs morceaux les données sur lesquelles le traitement est effectué. Et je vais affecter chacun de ces partitions-là, à chacun de ces segments, à un ordinateur, à un PC précis. Et le PC précis va donc exécuter mon programme. Ça veut dire que dans mon cas, par exemple, précis là, mon programme va s'exécuter, le même programme va s'exécuter sur 3 PC, sur 3 nœuds distincts. Donc, c'est le même programme. Le programme n'est pas distribué, c'est le même programme qui est exécuté sur les 3 nœuds distincts. D'accord? Et ensuite, lorsque chaque nœud va exécuter les calculs, là j'ai dit normalisation, il y aura à la fin du calcul, de chaque nœud, il y aura une phase d'agrégation. OK? Il y aura une phase d'agrégation dans laquelle les résultats de chacun des nœuds seront fusionnés. Donc les résultats de chacun seront fusionnés en un seul fichier. Et dans un autre nœud, donc il y aura un autre nœud qui va effectuer la fusion. Et une fois que le nœud effectue la fusion, en fonction du traitement, soit il va passer les résultats fusionnés à d'autres nœuds dans le cluster, soit lui-même il va effectuer le calcul final. OK? Ce type de calcul, ce type de fonctionnement, ce type de modèle algorithmique s'appelle le MapReduce. OK? Avant même de venir dans le MapReduce, je vais d'abord expliquer quelque chose, qu'on n'en pas des choses compliquées. Vous voyez que dans mon traitement, dans le fonctionnement que j'ai expliqué, j'ai écrit mon programme for i, allant de i à, je sais pas moi, à un nombre de mots, i égale i plus 1. Je lance ce programme-là, il s'exécute 3 fois, dans mon cas, il s'exécute 3 fois sur 3 nœuds différents. Ensuite, il y a un autre nœud qui va récupérer les résultats, il va les fusionner et il va maintenant en fait ordonner. OK? Maintenant, ce que vous devez voir, c'est que ce modèle fonctionne, cette distribution, ce parallélisme des calculs va fonctionner uniquement si les traitements la nature du traitement est indépendant, si les traitements sont indépendants. En d'autres termes, s'il n'y a pas une réutilisation des données, alors je peux exécuter le même programme dans plusieurs. Mais s'il y a besoin de revenir sur les données, ça va être compliqué. Prenons par exemple le cas du calcul d'une variance. Si vous voulez calculer une variance, vous ne pouvez pas exécuter le calcul de la variance sur 3 nœuds différents. En fait, prenons un cas, expliquons encore plus simplement. Le calcul d'une variance n'est pas commutatif.
En d'autres termes, si je calcule la variance sur 3 paquets de données différents, ce n'est pas la même chose que si je calcule la variance. Ça ne donne pas le même résultat que si je calcule la variance sur ces données regroupées en même temps. Okay. Le calcul n'est pas l'algorithme de calcul de la variance. En fait, la variance n'est pas un calcul commutatif. Ou on va dire commutatif pour dire quoi? C'est-à-dire que la somme n'est pas égale, la somme des différents composants n'est pas égale à la différence des sommes. Ok? C'est-à-dire que dans ce cas-ci là, le modèle, le parallélisme va fonctionner uniquement parce que les calculs, les algorithmes sont commutatifs, les algorithmes sont additifs, les algorithmes sont indépendants. Le calcul est indépendant. Si les calculs ne sont pas indépendants, alors il y aura une dépendance. J'aurai besoin des données. Par exemple, je suis le nœud 1 et pour calculer la variance, j'aurai besoin des données qui sont dans le nœud 2. Parce que souvenez-vous que le cluster, les éléments, dans le cluster, les composants sont indépendants. On peut avoir on appelle cette architecture le share nothing. Donc les différents composants des PC, les PC en fait ne partagent aucune ressource en commun. Il y a des clusters, des configurations de clusters dans lesquelles les nœuds ou les PC partagent une ressource en commun. Par exemple, dans les architectures SAN, dans les architectures SAN, par exemple, ou les architectures NAS, Network Attached Storage File, ou Storage Area Network, dans les SAN, le disque dur est partagé. Dès qu'on a le cluster, tout ce cluster, regardez ici, le cluster C. Il y a des architectures dans lesquelles les nœuds utilisent le même CPU, mais chacun a sa RAM et son disque dur séparé. Il y a des architectures dans lesquelles c'est la RAM qui est partagée et les autres, chaque PC a son CPU et son disque dur séparé. Mais dans un cluster classique normal, c'est le share, parce que à partir du moment, ça c'est important parce que ça affecte la scalabilité. À partir du moment où les nœuds doivent partager un élément, la scalabilité n'est plus infinie et linéaire. Elle n'est plus horizontale et linéaire. Elle dépend maintenant de plusieurs autres caractéristiques. Mais pour la perfection, l'idéal c'est ceci. L'idéal c'est le cas où les clusters, les nœuds du cluster ne partagent aucune ressource. Et lorsque les nœuds du cluster ne partagent aucune ressource, il n'y a aucun moyen pour les nœuds d'utiliser une ressource qui est utilisée, d'utiliser une donnée ou le résultat d'un calcul qui est effectué par un autre nœud. Les nœuds ne communiquent pas. Les nœuds se comportent comme si elles sont indépendants. Donc vous lancez le calcul, il exécute comme s'il est tout seul. Les nœuds en fait se comportent comme s'ils sont tout seuls dans le système. C'est pourquoi les types d'algorithmes qui fonctionnent, c'est des algorithmes qui sont commutatifs. Donc c'est les calculs qui sont commutatifs. Vous ne pouvez pas faire de la data, du moins, il est très difficile de faire de la data science avec ce modèle, avec un cluster share nothing. Okay. Un cluster qui ne partage aucune ressource. Un cluster avec les ressources, les nœuds ne partagent aucune ressource. C'est ce que nous essayons d'expliquer ici. Okay. Donc, on est dans un modèle où il faut absolument que les calculs soient commutatifs, que les algorithmes soient indépendants. Donc, que l'algorithme soit, ou le calcul que vous allez écrire soit exécutable sans nécessiter un partage de ressources. Et c'est ça qui va différencier le parallélisme d'un cluster du parallélisme d'un ordinateur, d'un PC. Dans un PC, par exemple, lorsqu'on va dire que le microprocesseur du PC on va dire que le PC est cadencé, est composé, est un Core i3 par exemple. C'est-à-dire que c'est un microprocesseur qui possède 3 unités de calcul. Dans les 3 unités de calcul, on est dans le threading. C'est-à-dire que les calculs sont parallélisés dans les 3 unités de calcul. C'est ce que ça veut dire. OK?
Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas les trois unités de calcul partagent la même mémoire. Ils partagent le même cache dans le processeur. Ce qui fait qu'on n'est pas dans une architecture indépendante. On n'est pas sur du share nothing. OK? On n'est pas sur du. En fait, on n'est pas sur du share nothing. On est vraiment sur une architecture. On est vraiment dans un système dans lequel il faut absolument que les ressources passent pas. Il faut absolument que les données en fait, que les algorithmes ne se partagent aucune ressource. D'accord? Dans le PC, lorsque vous avez un microprocesseur en architecture, par exemple, entre un corps i3, corps i5, corps i7, ainsi de suite, les unités de calcul partagent une ressource. Ce qui fait qu'on est dans le trading. On n'est pas dans l'indépendance totale. On n'est pas dans le parallélisme complet, indépendant, total. On est dans le trading. OK? On est dans le multi-trading, on dit en informatique. Donc, c'est un parallélisme dans lequel les unités de calcul vont partager la même ressource. Ce système-là, le multi-trading, ce système de parallélisme n'offre pas la même flexibilité, la même puissance, la même performance que ce système. C'est le système dans lequel on a l'indépendance totale là, de la RAM, du disque, du CPU, l'indépendance totale des PC. OK? Mais donc, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas utiliser ce système pour tout type de calcul, pour tout type pour tout type de calcul, pour tout type d'algorithme, pour tout type de calcul. Vous n'avez pas utilisé ce système pour calculer une variance. Parce que la variance, ce n'est pas un calcul commutatif. Si je calcule la variance de ce morceau de données, et je calcule la variance de ce morceau de données et la variance de ce morceau de données, et que j'additionne les trois, ça ne va pas donner la même variance que si je calcule, ça ne va pas donner la même chose que si je calcule la variance des trois là en même temps. En fait, c'est ce que ça veut dire, commutativité. Donc, on va utiliser calcul indépendant. C'est pourquoi on va dire que ce cluster, le cluster share nothing, donc ce monsieur, dans lequel les PC ne partagent aucune ressource, ce cluster est un cluster qui permet d'exécuter les calculs. En anglais, on parle de calculs qui sont embarrassants, qui sont embarrassingly, qui sont embarrassablement parallèles. En fait, quand on traduit embarrassingly, embarrassing, donc vous écrivez embarrass,